Bonjour tout le monde, je m'appelle Mélanie Cadu, je suis la directrice de la formation chez Atrix. Bienvenue sur notre webinaire du vendredi VE. Aujourd'hui, je suis accompagnée de M. Anthony Mainville, président chez Atrix. Il va pouvoir animer le webinaire. Donc, si jamais vous avez des questions, je vous invite d'avance sur le Zoom. Il y a une section où est-ce que c'est inscrit Q&R ou sinon c'est écrit Q&A en anglais. Vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de la présentation et vos réponses seront animées à la fin. Donc, Anthony, je te laisse la parole pour notre tout premier webinaire sur les vendredis VE. Merci beaucoup, Mélanie. Merci également à tous les participants. Donc, aujourd'hui, on a vraiment l'objectif de démarrer, si on peut dire, nos conversations qui, pour les prochaines semaines, vont avoir lieu à tous les vendredis. Et l'objectif est relativement simple, c'est vraiment de partir aujourd'hui de la base et de monter graduellement à partager l'information que nous avons et l'information que aussi certains de nos partenaires peuvent vous partager dans votre parcours vers la transition énergétique. Pour plusieurs flottes et pour plusieurs types d'industries, cette transition peut prendre les 5, 6, même 10 prochaines années. Pour d'autres industries, cette transition a lieu dès aujourd'hui et même déjà entamée depuis plusieurs années. Sauf qu'un des éléments que les gens doivent prendre en considération, c'est que comme toute révolution industrielle, ou ce qui est souvent appelé une perturbation, les choses peuvent arriver considérablement plus vite qu'on ne le pense. Un excellent exemple et une image que j'ai vue dans un événement géotable il y a plusieurs années, c'est la perturbation dans le secteur automobile dans le début des années 1900, où justement on voit une image ici qu'en 1900, la plupart des moyens de transport étaient effectués par chevaux, et seulement 13 ans plus tard, on voit le landscape, l'image qui a considérablement changé, où le transport par cheval et par carrosse est devenu presque inexistant. On voit dans l'image justement vraiment l'inversion qu'en 1913, il y a seulement un seul carrosse, tandis que 13 ans plus tard, il y avait seulement un seul véhicule dans le même événement à New York. Donc aujourd'hui, au niveau du parcours et au niveau de la conversation qu'on va avoir, on va discuter de plusieurs points. On va commencer à la base avec qu'est-ce qu'un véhicule électrique? Pourquoi considérer les véhicules électriques autant au niveau d'utilisation personnelle que pour votre flotte? Les tendances de l'industrie, on est impliqué présentement avec plusieurs grappes et plusieurs partenaires de l'industrie au niveau de l'électrification des transports. Le Québec est très actif au niveau de l'électrification. Les fabricants et les joueurs de l'industrie du véhicule électrique commercial, je vous dirais, on est très chanceux d'avoir les plus grands joueurs et les joueurs les plus actifs au Québec. Ensuite, on va discuter également du support des données VE, une discussion qui peut s'avérer, les gens peuvent penser que c'est simple de supporter et de lire la télématique de VE, mais il y a des enjeux quand même qui doivent être effectués. La recharge, donc les différents types de recharge, les technologies qui sont disponibles pour les utilisateurs aujourd'hui et demain avec l'électrification des flottes. Comment planifier sa stratégie, un élément qui, selon moi, je ne peux pas le dire assez souvent, est un élément très important et je vous révèle un peu le punch, la planification stratégique de votre électrification. Même si vous pensez qu'elle se fera seulement dans 5 ou 10 ans, celle-ci doit s'effectuer dès aujourd'hui, elle doit débuter aujourd'hui. Et finalement, les outils que Atrix et Géotab peuvent mettre à votre disposition et également différentes ressources de l'industrie qui pourront vous aider à vous informer et à prendre les bonnes décisions pendant tout votre parcours qui on va se le dire, c'est vraiment, je pense, une des plus importantes révolutions dans l'industrie du transport depuis justement, je pense, la rotation des chevaux à l'automobile. Donc, je pense que ça va être une histoire et une aventure qui va être intéressante pour chacun d'entre nous, qu'on soit gestionnaire de flotte, qu'on soit chauffeur, qu'on soit fournisseur, qu'on soit fabricant. Les années qui sont devant nous vont être très intéressantes.
Donc, sans plus tarder, qu'est-ce qu'un VE? Il y a sûrement certains d'entre vous qui le savent déjà, et certains d'entre vous qui en ont déjà un dans le stationnement ou même plusieurs. Mais je réalise également qu'il y a des gens qui, avec l'accélération au niveau du monde des affaires, n'ont peut-être pas eu le temps de se renseigner et suivre l'évolution qu'il y a eu dans les dernières années. Donc, on voulait faire un petit compte-rendu là-dessus. Et je trouvais quand même ironique de trouver une image de ce prototype GM électrique. Heureusement, ce n'est pas les produits finaux qu'on a eus. Donc, on en parle ici un petit peu. Il y a majoritairement 3 types de véhicules électriques: les véhicules hybrides, hybrides rechargeables et les véhicules entièrement à batterie. Bien entendu, jusqu'à récemment, les véhicules, la disponibilité des types de véhicules il y a plusieurs années était quand même assez limitée, mais si vous suivez un petit peu les nouvelles et même les plus grands fabricants, on ne parle pas seulement de Tesla, mais également GM, Ford, Rivian, il y a de nombreux joueurs maintenant se sont lancés dans l'aventure. Il y a plusieurs modèles qui s'en viennent, plusieurs modèles qui sont déjà sortis dans tous les segments. Et l'objectif ici, c'est vraiment de se familiariser un petit peu plus avec chaque type de véhicule. Et oui, on parle de véhicules légers. Et la raison est très simple, c'est que pour l'instant, ce sont les véhicules qui sont les plus disponibles, les plus accessibles. Et l'expérience que même nous, ici, on a fait chez Atrix, dans notre voyage vers l'électrification, le premier geste qu'on a posé, justement, c'était de changer notre flotte pour nos équipes sur le terrain vers des véhicules électriques. Et je vais vous le dire, c'est la meilleure façon d'apprendre. Et c'est pour cette raison, je pense que c'est important que tout gestionnaire de flotte considère dès aujourd'hui adopter des véhicules électriques, soit pour leur utilisation personnelle ou pour l'utilisation au niveau de leur flotte de véhicules légers, qui sont souvent complémentaires aux flottes existantes au niveau des poids lourds ou au niveau des services d'autobus ou d'autres types de transports. Au niveau des unités disponibles, au niveau des différences, bien entendu, la première chose souvent auquel on pense, c'est les véhicules hybrides. Et quand je parle hybride, c'est vraiment 100% hybride qui ne peuvent pas être rechargés. Il y a plusieurs modèles qui sont disponibles, qui existent depuis plusieurs années. Les avantages, plus facilement accessibles, batterie embarquée, recharge avec freinage régénératrice. Utilisation de la batterie également ralentie. Donc, c'est souvent un véhicule qui, justement, en idling, un des avantages, va embarquer sur la batterie plutôt que rester au niveau du moteur. Et souvent, vont être utilisés plus au niveau de l'accélération. Donc, un des avantages, il y a plusieurs camionnettes qui utilisent cette technologie-là. La portion électrique au niveau hybride va souvent être utilisée pour le démarrage aux arrêts et au niveau des accélérations, soit pour combiner dans le fond et pour permettre au moteur à essence d'avoir plus de force avec moins de consommation d'énergie. Problématique avec ce type de véhicule-là, c'est que c'est pas vraiment, vu que ça utilise quand même de l'essence et que ça ne peut pas rouler sans essence, vu qu'ils ne sont pas branchables, ce ne sont pas nécessairement considérés comme des véhicules électriques en soi et souvent ne sont pas non plus éligibles à ce qui pourrait être des subventions, par exemple, par les différents paliers de gouvernement. Ensuite, on parle des véhicules hybrides rechargeables. Donc, c'est réellement là que la conversation commence à devenir intéressante. Et pour les nouveaux adopteurs qui peuvent avoir peur au niveau de l'autonomie et qui apprivoisent l'électrification des transports, ça peut être une excellente option. Donc, on parle de confort et de rassurer les gens qui peuvent avoir une anxiété au niveau de l'autonomie. Dans le fond, c'est combiné. On a un moteur conventionnel attaché justement à un moteur à batterie. Et qu'est-ce qui peut être intéressant des véhicules hybrides rechargeables, en plus d'être éligibles aux subventions gouvernementales au niveau financier, donc le retour sur investissement est quand même intéressant. Mais ils vont souvent offrir une certaine autonomie au niveau en conduite électrique de 30, 40, 60 km, ce qui va souvent permettre à un utilisateur de voyager à l'intérieur de la ville, de voyager de sa résidence au bureau avec peu ou aucune consommation au niveau carburant et vraiment rester 100% électrique. Bien entendu, aussitôt
qu'on sollicite un véhicule hybride rechargeable pour que ce soit au niveau de l'accélération ou que ce soit au niveau de l'accélération ou une conduite sur autoroute à haute vitesse, bien entendu. La problématique, c'est que là, à ce moment-là, le carburant va embarquer. Alors, vous allez juste m'excuser ici. Un des plus gros enjeux, par contre, au niveau des véhicules hybrides rechargeables et ce qu'on voit assez souvent, je vous dirais, dans les flottes qui en ont adopté, qui en ont présentement adopté, et que, premièrement, oui, ce sont des véhicules qui vont être plus coûteux à l'achat qu'un véhicule à carburant traditionnel, simplement parce qu'on a deux types de motorisation dans un même véhicule. Le défi est de s'assurer de recharger le véhicule. Donc, souvent, une flotte va déployer des véhicules hybrides rechargeables à ses utilisateurs, mais ne renforcera pas ou ne suivra pas l'effort des opérations de recharge de ses conducteurs, qui est relativement simple de s'assurer qu'au retour de ces travaux, que chaque conducteur se prenne la peine de recharger le véhicule. Et l'enjeu est relativement simple. Sachant qu'ils ont toujours accès à de l'énergie traditionnelle, on voit beaucoup d'utilisateurs qui ne prennent pas la peine de brancher ou de recharger les véhicules hybrides rechargeables. Et à ce moment-là, on se retrouve tout simplement avec un véhicule à essence qui est plus lourd et qui coûte plus cher. D'où l'importance, justement, d'avoir une politique avec les employés, avec les conducteurs et s'assurer qu'on prenne la peine de recharger les véhicules à leur retour pour vraiment maximiser le potentiel au niveau électrique. Par la suite, bien entendu, on a les véhicules 100% électriques. Donc, on parle bien entendu des gens qui utilisent les Tesla, qui sont la référence présentement dans l'industrie, qui sont entièrement électriques, mais l'avantage, c'est qu'il y a de plus en plus, les véhicules légers électriques maintenant sont rendus assez populaires auprès de pas mal tous les fabricants, surtout les véhicules de type sedan ou compact. On parle d'un véhicule qui va avoir souvent des portées de 4, même jusqu'à 500 km d'autonomie au niveau dépendant du prix et de l'investissement que vous désirez mettre en place. Et bien entendu, un autre avantage, c'est qu'ils sont également éligibles à plusieurs subventions, autant au niveau fédéral que provincial, qui font en sorte que quand on combine ces subventions-là, et on va prendre par exemple un modèle Tesla, et on compare un véhicule traditionnel à batterie, comme par exemple à carburant, comme par exemple une BMW, on va souvent avoir un comparatif de prix très similaire, surtout une fois qu'on considère les subventions. Et on s'entend, par la suite, il n'y a pas de dépenses au niveau carburant. Bien entendu, les gens sur l'appel aujourd'hui, les gestionnaires de flotte, oui, les véhicules consommateurs, c'est bien, on le sait, on en voit partout sur nos routes. Tous les gens qui en ont bien du plaisir. Mais qu'est-ce qu'il en est de notre côté? La bonne nouvelle, et je pense que c'était la première étape cette année, les grands joueurs au niveau des camionnettes sont maintenant rentrés dans l'aventure. On a plusieurs modèles comme les Rivian qui commencent à être déployés en septembre. Et bien entendu, je pense que la grande nouvelle dans ce qui nous concerne au niveau commercial, c'est l'arrivée de Ford au niveau du F-150, du très populaire F-150 et bien entendu du Transit. Pourquoi c'est important pour nous? Chaque gestionnaire de flotte, comme je disais tout à l'heure, peu importe le type de flotte, que ce soit pour le soutien, le ravitaillement, les travaux sur les chantiers, tout le monde va avoir des camionnettes ou des transits dans leur parc véhiculaire, bien entendu. Et l'avantage, c'est que commencer notre aventure avec ce type de véhicule est vraiment idéal parce que si jamais on fait des erreurs, on oublie des recharges, on oublie de faire certains éléments opérationnels dans la gestion des VE importantes, l'impact sur les opérations serait minime. Et une des choses qui est importante, et je ne peux pas le dire assez, je pense que c'est important que chaque gestionnaire de flotte prenne la peine dès aujourd'hui de réserver en précommande des véhicules comme des F-150, comme des transits électriques ou tout autre type de véhicule électrique qui pourrait l'aider en tant qu'utilisateur à mieux apprivoiser, dans le fond, et à se préparer à l'électrification de sa flotte au niveau des poids lourds.
La raison pourquoi c'est important de le faire aujourd'hui, comme vous savez tous, pénurie au niveau des matériels, au niveau des semi-conducteurs, toutes les grandes annonces au niveau des véhicules électriques de type camionnette qui étaient censés, dans le fond, avoir lieu dès cette année. Tout le monde présentement a des retards. Quelqu'un qui commande aujourd'hui un F-150, la livraison, selon nous, on en a même nous-mêmes en commande ici, mais on pense que ça va être Q2 ou même Q3 2022. Donc, c'est important dès aujourd'hui, vos dépôts sont remboursables. Et on parle de Ford parce que je pense que c'est un exemple qu'on connaît tous, mais il y a d'autres joueurs aussi qui offrent la réservation à l'avance. Mais les dépôts sont remboursables, mais vous devriez tous quand même, pour l'évolution dans votre développement, réserver tout de suite quelques unités pour votre flotte. Là, vous me dites, bon, Anthony, c'est bien beau, mais qu'en est-il au niveau des véhicules lourds? Les véhicules lourds aussi arrivent à grands pas. Il y en a déjà sur la route. Il y a eu une annonce récemment, dans les dernières semaines, justement, il y a Volvo qui a déjà un VNR qui roule, plusieurs VNR qui roulent à New York pour une compagnie de distribution de bière. Il y a également plusieurs véhicules en Californie qui roulent également. Les véhicules sont sur la route pour les mêmes raisons que les pick-up et que les camionnettes, bien entendu. Il y a des retards dans les réels déploiements et sur la mise en route de plusieurs véhicules au niveau poids lourd électrique. Ceci étant dit, la majorité des fabricants maintenant ont des options à vous offrir. Et ici, je vous donne un lien, drive20.org, qui collabore avec nous chez Propulsion Québec, qui est un site à but non lucratif, qui est vraiment une excellente plateforme de ressources. Et parmi les ressources, entre autres, on peut voir pour peu importe le segment vocationnel dans lequel vous travaillez, vous pouvez sélectionner votre territoire, vous pouvez sélectionner le type de véhicule que vous recherchez et qui font partie de votre flotte. Et automatiquement, ils vont vous donner accès, dans le fond, aux fabricants et aux OEM qui sont dans l'aventure. Les véhicules qui s'en viennent dans les prochaines années, 2021, 2022, 2023, avec certaines spécifications initiales sur leur performance, leur capacité et leur autonomie. Donc ça, je pense que de notre côté, c'est une excellente ressource. Je vous encourage à la noter et à y faire un tour. Par la suite, pourquoi considérer un VE? Écoutez, il y a Qu'est-ce qui motiverait, dans le fond, la transition au niveau énergétique? Pourquoi commencer aujourd'hui plutôt que demain? C'était comme un de mes films favoris, Moneyball, Adapt or Die. Le changement arrive très, très, très vite. J'ai cité l'exemple au niveau des véhicules au début des années 1900. Les gens de notre génération ont vu des compagnies comme Nokia et même Motorola disparaître au niveau de la téléphonie, même si c'était les gens qui avaient inventé le téléphone cellulaire. Et aujourd'hui, c'est vraiment les joueurs comme Samsung et Apple, des nouveaux arrivants qui sont arrivés il y a plusieurs années et qui ont dominé rapidement et qui ont changé littéralement ces industries-là. L'électrification des transports, présentement, est en train d'avoir le même impact au niveau des transports. Et je vous dirais que dans le parcours d'Atrix et dans notre entourage et nos partenaires, dans la dernière année et demie, pendant la pandémie, l'accélération s'est accélérée. Les choses vont beaucoup plus vite dans l'adoption et la transition énergétique qu'on pouvait jamais le penser il y a à peine un an. Et il y a plusieurs raisons attachées à ça. Premièrement, bien entendu, les économies d'échelle. Donc, on sait tous que le but, surtout dans l'industrie du camionnage et du transport de personnes, le coût au niveau du carburant est très élevé. Donc, c'est le premier bénéfice, c'est les économies d'échelle au niveau de la consommation énergétique. Par la suite, les baisses de coûts de maintenance. Donc, contrairement à une conférence que j'avais vue il y a plusieurs années, il ne faut pas penser qu'il n'y aura pas de maintenance. Il y a quand même, les véhicules électriques ont quand même des suspensions, des roues, des systèmes mécaniques. Mais heureusement, il y en a quand même beaucoup moins. Donc, ce qui veut dire moins de coûts de frais mécaniques, moins de changements d'huile, par exemple, parce que
Il n'y a pas de changement d'huile au niveau de la motorisation. Donc, ça a un bénéfice quand même assez important. Et bien entendu, ça réduit le temps de maintenance et la disponibilité des véhicules. Ensuite, notoriété auprès de l'industrie, ou même en anglais, dans une présentation équivalente, c'était It's the latest gadget. Je pense que tout le monde qui regarde, par exemple, une Tesla, il n'y a personne qui va dire Ah, moi, je n'aurais pas le goût de conduire ça, ça ne m'intéresse pas. L'électrification ne m'intéresse pas. La réalité, c'est que les véhicules électriques aujourd'hui, peu importe que ce soit au niveau consommateur ou au niveau commercial, ce sont des véhicules qui sont extrêmement agréables à conduire, qui sont très attirants pour les utilisateurs en termes d'expérience de conduite et qui, je le pense, et ça, c'est le point 5, pourrait même être un élément dans un contribuable dans la pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie des transports qui pourrait peut-être même attirer les jeunes à dire moi, un camion électrique, conduire un camion électrique ou un autobus électrique, je trouve ça intéressant. C'est technologique, il y a des écrans, il y a des applications pour voir l'état du véhicule, l'accélération, même l'accès finalement au torque est un élément très apprécié des utilisateurs. Donc ça, c'est des choses qui peuvent rendre, je pense, qui est attirant pour les jeunes chauffeurs et le jeune talent qu'on voudrait aller chercher. Bien entendu, réduction des effets des gaz à effet de serre. Je pense que vous l'avez tous entendu de la part des gouvernements. C'est vraiment, on accélère, on reprend le retard par rapport à nos engagements par rapport à l'accord de Paris. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, bien entendu, l'électrification des transports doit également s'accélérer, tout comme l'optimisation dans l'utilisation au niveau du carburant est également un élément impératif. Et finalement, devancer la compétition et les nouveaux arrivants. Ça, c'est une tendance que j'ai vue assez importante à travers l'Amérique du Nord. Il y a des nouvelles compagnies de transport et de camionnage qui arrivent dans le marché avec des flottes 100% électriques, vraiment dans l'objectif de se positionner au niveau, que ce soit au niveau du transport urbain, par exemple, ou même de pouvoir solliciter des donneurs d'ouvrages qui ont eux aussi des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Et bien entendu, cet objectif-là implique leurs sous-traitants et leurs transporteurs. Donc, bien entendu, ils vont favoriser des transporteurs qui ont accès à de l'équipement et à des camions électriques. Donc, pour cette simple raison, je pense que c'est important de commencer nos devoirs et de mettre en place un plan d'électrification auprès des flottes, surtout dans l'industrie du transport de marchandises. Et bien entendu, dans l'industrie du transport de personnes, c'est quand même une discussion qui s'est non seulement accélérée dans les dernières semaines, mais bien entendu, qui était quand même présente depuis un certain temps. Un des éléments aussi qui est très intéressant au niveau et qui doit être mentionné au niveau, si on pourrait dire maintenance, mais optimisation énergétique au niveau des véhicules électriques, c'est la capacité de recevoir des mises à jour à distance. Donc, je vous donne un exemple. Si on regarde les modèles Tesla qui ont un bénéfice de 9 km/h juste en mise à jour, sur l'optimisation, comment le véhicule et l'ordinateur du véhicule utilisent la gestion de l'énergie, que ce soit au niveau de la climatisation, au niveau de l'écran de contrôle, au niveau des sièges électriques et des choses comme ça. C'est vraiment et aussi dans la consommation du moteur par rapport à l'énergie disponible. Donc, ça, c'est des éléments, je pense qu'au niveau des camions et au niveau des véhicules moyens et lourds, vont apporter un gros bénéfice parce qu'on ne regardera pas un véhicule comme une Tesla, qu'on ait un 2019 ou un 2020. On ne regarde pas l'année, dans le fond. On va regarder quelle est la version de ton logiciel, as-tu mis ta mise à jour? Et c'est vraiment ça, dans le fond, qui est considéré. On n'est pas obligé d'acheter un nouveau véhicule ou le véhicule de l'année suivante pour avoir plus de fonctionnalités. Les fonctionnalités arrivent pendant le ownership, pendant qu'on a le véhicule en main.
Les tendances de l'industrie, parler un petit peu des... il y a beaucoup de choses qui se passent présentement au niveau de l'industrie. Bien entendu, et je l'ai mentionné tout à l'heure, la pénurie au niveau des semi-conducteurs est quand même important. Ça a un impact sur nous tous, que ce soit dans l'achat d'un téléphone cellulaire ou même dans l'achat d'un véhicule. Vous avez tous vu les cours des concessionnaires automobiles qui ont été quand même assez avides dans les derniers mois, regrettablement pour eux. Ceci étant dit, c'est une raison de plus pour commencer à avoir vos conversations et commencer à tout de suite réserver, encore une fois, pour usage personnel ou professionnel, entamer les conversations et prendre tout de suite des réservations pour des véhicules électriques dans les prochains mois. Le prix des batteries a chuté drastiquement. On parle de 85 en 8 ans. L'économie qui fait en sorte que le but étant toujours de rendre le véhicule presque au par avec son équivalent au carburant. Et une chose qu'on remarque, si on regarde justement l'exemple, je parlais tout à l'heure de la Tesla Model 3, mais même le F-150 Lightning, il n'y a pas vraiment une grosse différence sur le coût d'acquisition d'un véhicule équivalent au carburant versus contre le véhicule Lightning électrique, surtout quand on considère soit la version diesel, par exemple, qui va arriver avec un surplus de plusieurs milliers de dollars. On est très près d'un prix qui est comparable. Les prochaines évolutions au niveau des efforts de développement des batteries, on parle aujourd'hui justement de véhicules dans le prochain cycle au niveau des produits qui vont avoir des autonomies de 4, 5, 6, 700, 800 km d'autonomie. Encore une fois, très équivalent à leur homologue au niveau du carburant. Le défi maintenant est vraiment d'accélérer la capacité des piles et des technologies, la rapidité de recharge. Donc, de vraiment pouvoir se recharger le plus rapidement possible et de reprendre la route. Au niveau de l'industrie du camionnage, surtout longue distance, c'est vraiment ça qui va faire la différence, plus que de juste rajouter des batteries qui vont également rajouter du poids et bien entendu limiter la cargaison qu'un transporteur peut prendre. Augmenter la capacité des chargeurs au niveau public, on va en parler dans quelques minutes. Également, élargissement des modèles, bien entendu. Alors, beaucoup de VUS qui s'en vient, de camionnettes, de véhicules commerciaux, dans tous les types de vocations. Coordination accrue avec les groupes d'acheteurs au niveau municipal, par exemple. Donc, je pense que pour montrer l'exemple, ça fait déjà plusieurs années que les municipalités, les gouvernements, autant provinciaux que fédéraux, ont adopté et commencé à déployer des véhicules électriques. Plusieurs qui ont également des objectifs en place de transiter toute leur flotte vers l'électrique. Le gouvernement américain, d'ailleurs, en est un récemment qui a fait une annonce assez importante de transiter la quasi-totalité de sa flotte. Et soit dit en passant, c'est un exercice qu'ils font en collaboration avec Geotab, qui est vraiment les leaders présentement en soutien de véhicules électriques. On va en parler un petit peu plus tard. Et bien entendu, l'adoption au niveau des flottes, au niveau du transport de personnes, transport scolaire également, qui sont présentement, bien entendu, par rapport aux distances parcourues dans une journée et par rapport au fait qu'ils sont souvent en milieu urbain, et ainsi de suite, je pense que les meilleurs sujets à une adoption rapide et efficace. Bien entendu, ensuite, il y a l'accélération politique, donc que ce soit au niveau, dans le but d'atteindre une réduction au niveau des GES exemplaires, les subventions et les nombreuses politiques qui ont été mises en place plusieurs qui ont été mises en place dans les derniers mois, entre autres. Là, on parle justement de Geotab et leur avance au niveau de l'industrie de la télémétrie de véhicules électriques. Bien entendu, je pense que c'est un élément qui est très important au niveau de la télémétrie de véhicules traditionnels dans l'industrie du poids lourd, peu importe le type de véhicule. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours respecté le fait qu'il y a beaucoup de joueurs très crédibles présentement dans l'industrie, que ce soit au niveau des véhicules légers, au niveau de la construction, déneigement et aussi au niveau
des opérations de conformité dans l'industrie du poids lourd. Mais l'industrie du véhicule électrique est très différente et l'avantage de Geotab, c'est qu'ils ont, il y a plusieurs années, ils avaient déjà une bonne avance au niveau du véhicule électrique. Celle-ci s'est concrétisée avec l'achat de Fleet Karma il y a plusieurs années, qui ont été dans l'industrie, dans cette technologie-là depuis plusieurs années, qui avaient même collaboré étroitement avec plusieurs OEM pour faire des analyses. Donc, c'est vraiment les précurseurs dans cette industrie-là. Et pourquoi? Oui, au niveau des connecteurs, les véhicules électriques vont avoir des connecteurs que nous connaissons déjà, que ce soit les OBD2 ou J1939, des connecteurs communs, mais la lecture elle-même est très différente. Les véhicules au carburant ont des protocoles qui sont quand même uniformisés, qui sont connus d'un OEM à l'autre. Au niveau des véhicules électriques, il n'y a pas de réglementation en place qui force les fabricants de véhicules électriques à avoir des protocoles communs, ce qui fait en sorte que chaque véhicule électrique, dans le fond, on pourrait dire un langage complètement différent. Un des avantages au niveau de Geotab, c'est leur approche de vraiment ce qu'on pourrait dire excusez mon anglicisme, mais de reverse engineering, dans le fond, la lecture, d'analyser chaque véhicule et ensuite, justement, aller chercher toutes les données nécessaires un à un, véhicule par véhicule. J'ai eu le privilège de collaborer avec eux, de travailler avec eux, avec l'introduction des Mirai au niveau hydrogène qui ont été déployés au Cégère. C'était les premiers, dans le fond. On a vu l'exercice, justement, où ils commencent à prendre les données et à les introduire dans l'environnement Geotab pour ensuite en faire la lecture. Donc, chaque véhicule est très différent, la lecture est différente. Surtout en idling, par exemple, un véhicule électrique ne poussera aucune information à ces terminaux-là. Donc, c'est vraiment une approche qui est très différente. Si on regarde au niveau de Geotab, tous leurs efforts, l'équipe VE qui est en place, on parle de présentement 193 véhicules supportés. On parle bien entendu autant de véhicules électriques consommateurs que de véhicules poids moyen et de poids lourd. Et quand on parle de supporter, ce n'est pas juste de donner la donnée GPS, mais c'est également de donner la recharge, l'utilisation, la consommation énergétique, les fluctuations pendant les opérations de recharge également. Donc, on est compatible avec plusieurs fournisseurs. On a même un fichier partagé qui est mis à jour d'une façon assez régulière à fur et à mesure qu'on ajoute des nouveaux véhicules sur notre liste de compatibilité. En plus, Geotab collabore énormément avec les fabricants et les OEM, ce qui fait en sorte qu'on est également soit utilisé ou compatible avec plusieurs fabricants et une nouvelle technologie qui est sortie récemment qui s'appelle, que ce soit au niveau multi-stream ou external device, qui est très importante et qu'on couvrira dans une autre séance, mais qui permet, entre autres, de partager les données entre deux bases de données. Donc, si par exemple, un fournisseur utilise Geotab comme système au niveau diagnostic, mais que vous, en tant qu'utilisateur, vous aimeriez avoir les données dans votre base de données Geotab, par exemple, les données peuvent se multiplier et être envoyées auprès de deux clients en même temps. Bien entendu, toujours avec l'autorisation du client. Et au niveau des données, c'est aussi, j'en profite aussi, point important au niveau des données télématiques, ces données-là appartiennent au client, bien entendu. Donc, c'est à vous de décider qui a accès à ces données-là. Et l'objectif, si on parle du multi-stream, c'est que ça vous permettrait également d'avoir tout de suite, il y a plusieurs OEM qui installent des modems Geotab en usine pour leurs besoins diagnostiques, entre autres Volvo, Prévost, Lyon en sont certains. Donc, ça vous donne accès à ces données-là dans votre propre base de données sans nécessairement avoir à faire l'acquisition d'équipements supplémentaires, mais plus important aussi, ça vous donne un accès instantané à vos données. Et ensuite, on a également la capacité de se connecter sur les modems, ce qu'on appellerait OEM, qui ne sont pas nécessairement des modems Geotab, mais qui sont déjà connectés dans l'environnement et qui nous permettraient également d'aller chercher plusieurs données et encore une fois, de les rentrer dans votre base de données. Donc, Ford, par exemple, est un bon exemple qui ont une stratégie au niveau de véhicules électriques et avec lequel on pourrait se connecter au niveau des données.
Un fait important à mentionner, par contre, bien entendu, la richesse des données au niveau des véhicules électriques est quand même assez imposante. Et pour recevoir la compatibilité au niveau électrique, il faut avoir un forfait soit Pro ou Pro Plus. Maintenant, si on regarde au niveau de l'électrification par industrie, brièvement, et encore une fois, un sujet qui sera élaboré plus en détail par segment plus tard dans d'autres séances. Les segments qui sont les plus aptes, je pense, à recevoir ou à s'électrifier, vraiment, on parle du last mile delivery, la livraison dernier mille ou la livraison urbaine. Il y a plusieurs modèles au niveau fourgonnette qui font leur apparition en Europe. C'est même devenu, je peux pas le dire concrètement, mais j'ai pu comprendre récemment dans une rencontre que en Europe, les camionnettes 100% électriques ont surpassé les ventes de camionnettes diesel. Donc, c'est quand même assez important comme information. Il y a également, comme on a mentionné tout à l'heure, fonction publique, gouvernement. Je pense que eux, de leur côté, l'adoption est quand même est assez bonne et très entamée. Service public, les compagnies au niveau, que ce soit au niveau électrique, que ce soit au niveau, il y a plusieurs annonces qui ont été faites récemment justement sur les flottes d'importance qui ont mis en place des concepts de transition. On prend par exemple Vidéotron qui en est une et plusieurs autres. Annonce très importante dans les dernières semaines et les derniers mois au niveau des parcs d'autobus scolaires surtout. Donc, ça, je peux vous confirmer que c'est des choses qui sont en pleine activité présentement. Et bien entendu, au niveau des camions et du transport au niveau marchandises, on commence à avoir beaucoup plus d'activités, des véhicules qui commencent à rouler sur nos routes pour justement pour les opérations de conduite électrique. Pour couvrir les opérations de recharge, quelle puissance considérer, bien entendu. Donc, il y a quand même des éléments qui sont différents. La capacité de recharge est quand même importante et c'est souvent un des plus grands enjeux. On va en parler un petit peu plus tard. Les types de recharge qui sont disponibles, on commence avec niveau 1, où est-ce que là, à ce moment-là, c'est vraiment, souvent, c'est les prises qui sont fournies avec les véhicules qu'on branche directement dans le 110. Dans le 120, la problématique avec ça, c'est que c'est une recharge qui peut être extrêmement lente. Ça peut prendre même 1 à 2 journées, même des fois 3 jours pour recharger un véhicule complètement. Ce qui est le plus fréquemment utilisé, bien entendu, niveau 2, donc que ce soit pour votre utilisation commerciale ou même résidentielle, c'est ce qui est recommandé. On parle de 3 à 20 kW au niveau de la capacité. Et on peut facilement recharger un véhicule jusqu'à 40 km en seulement 1 à 3 heures. Donc, c'est vraiment le type de recharge qui est favorisé. C'est le type d'installation qui est aussi très recommandé de faire avec des professionnels pour une raison qui est quand même simple, c'est que dépendant de la quantité que vous prenez et de la quantité de l'apport énergétique disponible de votre soit de résidence ou de votre établissement, il y a quand même quelques considérations à prendre. Et finalement, ce qui nous applique davantage, je vois que j'ai fait une petite erreur également au niveau, ce n'est pas niveau 2, mais c'est niveau 3. Donc, c'est vraiment ça qui va nous concerner au niveau des flottes commerciales. Un apport actuellement qui est entre 20 et 350 kW. On parle même de bornes 1 à 2 mégawatts bientôt à venir au niveau de l'industrie. Qui seront clés, dans le fond, au niveau de l'électrification des flottes de poids lourds, mais ça reste que dépendant des opérations qui sont analysées, 350 kW est quand même très, très bénéfique. On parle de 8 minutes à 100 kW pour 40 km à titre de référence par rapport au niveau 2. Et bien entendu, en titre de référence, les bornes Tesla que vous voyez sur nos routes, les bornes circuits électriques publics sont souvent considérées comme des bornes de niveau 3 DC. Où se charger? C'est sûr que ça, c'est un des enjeux qui, présentement, au niveau commercial, est un des plus importants.
il y a beaucoup d'activités. Les Hydro-Québec de ce monde, et ainsi de suite, sont impliqués sur une base assez importante sur une infrastructure publique pour permettre justement la recharge des véhicules commerciaux pendant qu'ils sont en déplacement. Mais bien entendu, le plus gros, je pense, la plus belle opportunité, c'est les opérations de recharge qui seront installées, qui seront privées et qui seront, dans le fond, montées par, par la flotte en tant que telle et installées à même vos infrastructures. Ce que peu de gens ne réalisent, et je vais le couvrir un petit peu plus tard, ça amène un petit peu un des exemples. La première, je pense, une des premières bornes de recharge publique au niveau de l'industrie du poids lourd qui a été installée à Portland, à Swan, une collaboration qui a été faite entre Freightliner et ABB. Donc, c'est un peu ça qu'on va voir dans le futur. Les bornes sont présentement des bornes de DC niveau 3 à 350 kW de capacité. Il y a 8 bornes qui sont en place, mais elles sont déjà prêtes pour accueillir la capacité au niveau 1 MW, donc on pourrait dire future-proof. Un des défis, par contre, si on parle de l'énergie, on a beau monter des stations du genre, la demande énergétique pour des bornes à haute capacité est extrêmement élevée. Donc, c'est un des enjeux justement que Hydro-Québec essaie d'adresser avec leur équipe chez InnovHQ. Et c'est vraiment la base dans l'électrification d'une flotte et les conversations qui doivent avoir lieu dès le départ d'une considération en transition énergétique. Est-ce que, votre emplacement est capable d'accueillir, a accès à la puissance nécessaire pour effectuer sa transition énergétique? Donc, je donne un exemple. Si on a 10 camions qui se branchent sur des bornes en même temps, sur du 1 MW, on parle de 10 MW. 10 MW est quand même une consommation substantielle. Ça peut représenter l'équivalent d'une petite ville entière en termes de consommation, de plusieurs, ou même d'une usine de fabrication. Donc, c'est vraiment une demande énergétique qui est extrêmement élevée et qui nécessite souvent des ajustements au niveau des infrastructures de réseau qui doivent être considérés. Il y a des gens, dans le fond, qui actuellement reçoivent des véhicules électriques et qui réalisent à cours de route qu'ils n'ont pas accès tout de suite à l'énergie nécessaire pour en effectuer la recharge selon leurs besoins opérationnels. Donc, c'est sûr et certain qu'un des éléments qui est important, c'est la collaboration, les partenaires, discuter avec les différents joueurs, non pas seulement les fournisseurs au niveau des équipements de borne ou des équipements au niveau des camions, mais également la base qui est vraiment l'énergie. Et on l'a vu récemment justement dans les annonces avec, je pense, le groupe Séguin au niveau de leur programme de transition énergétique. Ce qui mène à la conversation quand et comment planifier sa transition énergétique. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises, ça se passe dès aujourd'hui. C'est là que c'est important. C'est un voyage. Donc, passer à l'électrique, il faut s'assurer, comme je dis, au niveau de l'énergie, est-ce qu'on a assez d'énergie? Quel est notre objectif au niveau de réduction des coûts? Quel est notre plan au niveau réduction des GES? Ce sont tous des éléments qu'on doit considérer et planifier. Un des éléments aussi que j'encourage les flottes à faire, c'est de commencer l'adoption au niveau des véhicules personnels, au niveau des employés, d'offrir des incitatifs pour la transition auprès de notre équipe sur l'acquisition de véhicules électriques, peut-être donner un stationnement préférentiel, s'assurer d'équiper des bornes de recharge aussi auprès dans notre stationnement. Ce sont tous des éléments, je pense, qui sont importants. Et aussi, quand vous mettez en place votre objectif de réduction de GES, de le partager avec votre équipe et d'en faire vraiment un effort d'équipe. Finalement, les solutions et planification au niveau de la gestion des VE, un des avantages au niveau de Géotable, c'est qu'on a plusieurs outils en place et même nous, à l'interne, on a plusieurs éléments qu'on met à la disposition de notre clientèle au niveau de l'analyse. Le premier élément est ce qu'on appelle le Electric Suitability Assessment, l'audit de conversion, qui, à même vos données existantes,
nous permet d'analyser votre utilisation, les parcours que vous faites, l'élévation, le torque que vous utilisez avec vos véhicules et d'en faire une conversion vers des équivalents au niveau électrique ou hybride. Et le système va lui-même vous faire vos recommandations et même analyser les rabais que vous allez pouvoir, les réductions à GES et financières que vous allez pouvoir aller chercher en faisant l'évaluation. Ici, on voit justement un exemple d'une analyse qui a été faite sur 100 véhicules légers dans cette optique. Le système a automatiquement déterminé qu'il y en avait 40 qui étaient éligibles à une transition vers des véhicules hybrides rechargeables, 50 vers des véhicules 100% électriques et 10 que le système a identifié n'étaient pas encore éligibles à faire une transition. Un autre élément que le système nous permet également d'analyser, très important au Québec, est l'impact de la température sur l'autonomie du véhicule. D'expérience, je peux vous le dire, ça a un impact considérablement plus important que les fournisseurs peuvent vous dire, autant sur la durée nécessaire pour faire une recharge, mais encore plus important sur l'utilisation. La raison principale est simple. L'exigence et la demande énergétique demandée par le système de réchauffement de la cabine, qui a un impact considérable sur l'utilisation. Donc, au niveau de Géotable, le système permettra à un utilisateur ou quelqu'un qui veut considérer l'acquisition d'un véhicule électrique de sélectionner un véhicule et de dire, bon, à moins 23, quel est l'impact sur mon autonomie? Est-ce que ça va être suffisant pour assurer mes opérations de conduite au niveau de ma flotte commerciale si habituellement, par exemple, mon chauffeur pour à tous les lundis effectue 200 km, aller 200 km revenir, un peu juste peut-être en période optimale, mais en effet, au niveau de l'hiver, le système va vous confirmer qu'il va falloir qu'il se recharge en cours de route. Un autre module qui est très important une fois que la transition est faite, c'est le Charge Assurance qui permet d'analyser, voici les opérations que nos utilisateurs ont prévues le lendemain. Et selon les opérations de recharge, voici les véhicules qui sont corrects, qui vont être assez rechargés pour faire les opérations. Mais si on voit que le véhicule 1 et 2 n'aura pas la capacité nécessaire pour assurer les travaux effectués du lendemain. Donc, ça, au niveau opérationnel, une fois qu'on a fait l'adoption de véhicules électriques, la télématique devient un point essentiel parce que c'est réellement la télématique qui va vous confirmer si votre véhicule a bien été rechargé et si le véhicule va être disponible pour faire ces opérations, les opérations qui lui ont été assignées. D'autres éléments intéressants au niveau de la recharge, c'est l'analyse qui va littéralement avec les coûts, par exemple, de votre fournisseur énergétique, Hydro-Québec, par exemple, vous identifiez, voici vos coûts assignés à chaque type de véhicule. Donc, bien entendu, l'énergie a malgré tout un coût, tout comme le carburant, même si c'est considérablement moindre, mais les industries de transport ont toujours pris en considération leur coût de carburant dans l'évaluation de leurs coûts auprès de leur clientèle. Le même exercice devrait être, bien entendu, fait au niveau de l'électrique. Et grâce à ce module-là, dans le fond, vous pouvez facilement déterminer quels sont vos coûts de recharge énergétique par véhicule. Mais plus important encore, et ça, c'est une tendance qu'on voit aussi au niveau justement de l'autobus scolaire et des véhicules légers, le conducteur ou l'opérateur qui, dans le fond, fait son quart de travail, mais que son point de départ et son point de retour est littéralement sa résidence personnelle, et sur lequel il va peut-être avoir une opération de recharge qui va être effectuée à sa résidence sur un véhicule léger, par exemple, à même sa borne personnelle ou son électricité personnelle. Avec un module comme celui-là, vous pouvez analyser le coût énergétique personnel que votre conducteur effectue chez lui et à ce moment-là, effectuer le remboursement. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, le système d'audit de conversion PVSA qui automatise l'analyse. Et finalement, au niveau des ressources, je pense que l'élément le plus important dans votre transition énergétique est vraiment de vous instruire. On a mis en place une page sur le site d'Atrix où on met en lien, bien entendu, plusieurs articles,
plusieurs documents, des liens envers plusieurs de nos partenaires qui vous permettent, qui sont d'excellentes ressources sur la transition énergétique au niveau des flottes commerciales. Et donc, je vous invite fortement à la consulter. On essaie de la mettre à jour sur une base quotidienne, sur une base régulière, mais également tous les événements et les initiatives que nous avons mis en place récemment et dans les derniers 2 ans, que ce soit au niveau avec Propulsion Québec, où nous sommes grands partenaires et nous participons à plusieurs conférences, comme Impulsion Montréal, qui arrive le 21 septembre. Donc, vous pouvez voir un mois de septembre très occupé pour notre équipe. Donc, Impulsion Montréal, qui est vraiment grappe au niveau du gouvernement, qui est là pour vraiment propulser l'électrification des transports et supporter les joueurs de l'industrie, autant les fabricants, les partenaires, les gestionnaires de flotte. Donc, beaucoup d'informations ultra intéressantes. On parle gestion de flotte électrique, transition énergétique, les systèmes de recharge, la gestion des métadonnées au niveau de l'électrification, peu importe le segment d'industrie. Également, à l'ExpoCam, nous serons bien entendu présents et présents en force avec plusieurs conférences sur place à notre kiosque liées à l'électrification. Donc, je vous invite fortement à venir nous voir à l'ExpoCam et même, on va avoir une petite annonce bientôt sur vous inscrire sur les conférences liées pour en savoir plus sur l'électrification. Et on a également un écosystème de partenaires. Je mentionne ici l'Institut des véhicules électriques avec lesquels on travaille régulièrement et bien entendu, une excellente collaboration avec nos amis chez Borne Québec au niveau service, conseil et analyse en transition énergétique. Donc, c'était un petit peu plus long que prévu. J'espère que vous avez quand même apprécié l'information qui vous a été partagée. Dans les prochaines semaines, bien entendu, notre objectif est vraiment tous les semaines d'avoir une séance informative comme celle-là et tranquillement, pas vite, de commencer à aller plus en profondeur sur chaque sujet et partager, dans le fond, le plus d'informations possible pour vous aider dans votre parcours vers la transition énergétique. Ceci étant dit, j'en profite si jamais il y a des gens qui ont des questions, comme Mélanie vous a expliqué tout à l'heure, peut-être d'utiliser le Q&A, mais pour poser des questions. Mais je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Anthony. Je vous invite aussi, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde durant les prochains webinaires, peut-être les écrire dans cette section-là. Donc, c'est des sujets dans lesquels on pourrait élaborer plus en détail au courant des prochaines semaines. Sinon, je vous remercie énormément pour votre présence aujourd'hui. On se reparle durant les prochaines semaines.